Il faut savoir qui l'on est, avoir confiance en ses capacités, en ses objectifs, chercher l'amour à l'intérieur de soi et non dans le regard des autres. Ces slogans motivationnels sont partagés quotidiennement sur les réseaux sociaux, donnant quelque peu l'impression que nous avons tous les clés pour une confiance en soi infaillible à toute épreuve. Et pourtant, la confiance en soi, c'est une perception qui peut varier face aux imprévus et aux défis de la vie de tous les jours. Alors, comment l'acquérir et la préserver? C'est le sujet de ce tout nouveau numéro des Femmes d'ici sur NCI. Surtout, ne bougez pas, ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue dans votre émission préférée sur NCI, c'est les Femmes d'ici, votre rendez-vous 100% féminin et 100% franc-parler. Bonjour les filles, Kadi, Aurélie, Dija, ça va? Bonjour. Ça va très bien, et vous? Ça va? Très bien. D'accord. Alors on parle aujourd'hui, comme Anan l'a si bien dit, on parle aujourd'hui de confiance en soi. La confiance en soi qui a un trait de caractère que je pense est tellement essentiel, très important quand on veut atteindre ses objectifs, quand on veut réussir dans toutes ces entreprises. Malheureusement, la confiance en soi n'est pas innée. Je pense qu'on ne naît pas avec, ça se développe au fur et à mesure. Et d'autres personnes l'ont, d'autres personnes ne l'ont pas. Est-ce que vous avez déjà été confronté à peut-être un manque de confiance en vous? Je pense que oui, dans le parcours d'une vie, on a des fluctuations. Il y a des moments où ça va très bien, il y a d'autres moments où on est un peu dans le doute, où on doute de nos capacités et tout ça. Surtout dans notre société actuelle où on se moque tellement facilement sur les réseaux sociaux, on attaque là où ça fait mal, notamment le physique et tout. Donc oui, mais je suis d'accord, c'est un trait essentiel qu'il faut travailler quand on ne l'a pas, enfin quand on l'a et qu'on a des fluctuations ou qu'il faut chercher à avoir absolument quand on n'a pas. Alors cela va peut-être être étonnant, mais j'ai longtemps manqué de confiance en moi. Du fait, on va dire, de mon environnement plus jeune, de l'éducation, on va dire, où on favorisait beaucoup plus la vie de l'autre, où on favorisait beaucoup plus l'autre à soi. Et donc, pendant longtemps, même, on va dire, à l'école, etc., j'avais du mal à m'affirmer. Et je pense qu'aujourd'hui, l'audiovisuel a été pour moi un facteur vraiment déclencheur, où je devais être en contact avec des gens. Et dans ce milieu, vous le savez, si tu t'écrases, ça ne marche pas. Donc, et c'est toujours un travail que je fais au quotidien pour réussir justement à m'affirmer. Et voilà. Mais je pense que l'idée, c'est vraiment comme on dit, de travailler sur soi pour apprendre à s'aimer. Plutôt que, comme on dit, par rapport au regard des autres, s'aimer soi par rapport au... Et tu le fais très bien, ma chère. C'est vrai, merci. Et toi, Anan? Alors moi, je pense que globalement, tout au long de ma vie, la confiance en soi, ça n'a pas été vraiment un problème, à part plutôt dans la période préadolescence, adolescence. Mais ça, je pense que c'est le problème de beaucoup de personnes. Parce que tu traverses une transition, il y a la puberté, ton corps change, ton rapport aux garçons peut-être change, t'es à l'école, tes amis, il y a un petit peu des soucis de popularité, ce genre de choses. Alors moi, c'était passager vraiment parce que j'ai toujours eu énormément confiance en mon intellect et aussi à ma capacité à bien communiquer avec les autres et avoir des amis. Donc disons que ça s'est vite dissipé. Et je pense qu'après, ce qui m'a aidée aussi avec l'âge, c'est le fait de prendre mon indépendance et de me construire individuellement. Parce que je venais d'une famille qui était quand même assez couveuse, assez présente. Et le fait de partir un peu loin, de trouver tes propres centres d'intérêt, de faire tes études, de commencer à travailler, de voyager, moi personnellement, ça m'a vraiment aidé à me construire en tant qu'individu. Alors je rejoins un peu plus Anan parce que moi c'est mon cas. Je sais pas ce que c'est que de ne pas avoir confiance en soi et du coup je pense que ça me pénalise parce que j'arrivais pas à comprendre que les gens n'aient pas confiance en eux. Parce que depuis très jeune, j'ai énormément confiance en moi. Au point où on m'appelle narcisse, trop orgueilleuse, trop égoïste. Narcissa. Voilà, narcissa, c'est ça. Et ça, je pense que c'est dû au fait que j'ai été dans une famille où mon père était tellement possessif, il essayait tellement de nous dominer que finalement j'ai pris mon indépendance très jeune et donc j'ai voyagé, j'ai fait mes études ailleurs et tout et ça a fait que vraiment tout de suite j'ai eu énormément confiance en moi. Tu te rebelles un peu contre ça aussi. Voilà, c'est ça qui forme en fait plus ou moins. Alors comme tous les jours, on vous pose la question, chers téléspectateurs, et la question du jour c'est qu'est-ce que vous faites quand vous n'avez plus confiance en vous? On écoute certaines de vos réponses dans ce micro-trottoir. Bon, on met dans la prière, on prie beaucoup pour que tout ça va bien, tout ça se passe bien. Toujours c'est la prière en tout cas, Dieu merci. Avec la prière suivante, il n'y a pas de problème.
Bon, selon moi, quand tout va mal, moi je me mets seul et je fais recours à Dieu. Je médite beaucoup et tout ce qu'il dit dans ses écrits, par exemple, le Coran, parce que je suis un musulman, en priant, je récite mes différentes prières. Puis, tout d'un coup, quand je me réveille le lendemain, tout va bien. Bon, souvent, il s'est assis comme ça, ici, découragé. Mais quand il écoute son de moulin comme ça me fait inspirer. Ça me donne courage encore de me battre. Moi, par exemple, quand je tombe, je dois me relever parce que je suis un homme, par exemple. Là, si je tombe totalement, personne ne viendra me relever. Donc, il faut que je me relève. Et je me dis que je suis un homme, je suis capable de le faire. Et sans moi, personne d'autre ne le fera. En ce moment, je me dis que bon, j'ai la capacité, la possibilité nécessaire pour pouvoir me relever. Et je me relève toujours, ça marche comme ça. Et je me dis qu'avec Dieu, ça marche aussi toujours. Donc, c'est en ce moment que j'écris les idées, je me dis que j'ai la possibilité de le faire. Pourquoi m'asseoir et puis m'apitoyer sur le sol? C'est bien, on voit que chacun cherche une source d'inspiration. Ça peut être Molière, ça peut être Dieu, mais en tout cas, on se dit que c'est très important. Tout le monde sait que c'est important, donc il faut savoir où chercher la source pour se remotiver encore au fur et à mesure. Après, c'est vrai que je pense que beaucoup, surtout dans nos sociétés, se tournent vers Dieu. Ouais. Et c'est très important. Hein. C'est vraiment, je pense, un repère. C'est un peu en quelque sorte ce qui nous guide. Je pense que c'est pas forcément toujours la seule solution. Non, ouais, en termes de confiance en soi, en particulier, la prière, ça aide. La prière, ça aide quand on a des difficultés. On a ce sentiment-là de remettre ses problèmes à quelqu'un et de se dire que la solution va venir. Mais quand la confiance en soi, c'est toi, ton problème à toi, la solution doit venir absolument de toi. Je ne partage pas le même avis. Je suis quelqu'un qui, en tout cas, du mieux que je peux, essaye de prier. Et c'est vrai qu'à chaque fois où j'ai eu des coups de blues, la prière m'a beaucoup aidée. Et je fais partie de ces personnes-là qui s'en remettent en tout cas à Dieu lorsque les choses sont... Tu ne comptes pas sur Molière forcément. Je ne compte pas sur Molière. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres choses qui permettent de remonter la Alors écoutez, les filles, on va accueillir à présent nos deux invités. Nous avons parmi nous un psychologue ainsi que un coach en développement personnel. Et on va les accueillir tout de suite en plateau, s'ils nous entendent. Serge Cocugnon, coach en développement personnel. Et Fernand Yao-Conan, psychologue. Bonjour, messieurs. Bonjour. Vous allez bien? Bonjour. Bienvenue. Super bien, super bien. Coach et psychologue. Coach et psychologue, oui, c'est ça. Coach et psychologue, d'accord. Alors, messieurs, on parle de confiance en soi aujourd'hui sur le plateau des femmes d'ici. C'est un sujet qui peut sembler un petit peu évident, mais c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qui est acquis à tout le monde, la confiance en soi. Et surtout, c'est quelque chose qui peut fluctuer en fonction des épreuves de la vie. Alors, pour commencer, vraiment, on va essayer de bien définir la notion de confiance en soi, et je vais vous laisser tous les deux donner votre définition, et aussi nous expliquer pourquoi c'est important d'en avoir. Comme vous voulez. D'accord, donc je peux commencer? Oui. Donc je vais essayer de ne pas faire de définition. Je vais donner 3 embranchements. Donc dans la confiance en soi, derrière le thème de confiance en soi, il y a 3 axes par exemple. Vous trouvez l'estime, qui est liée à la personnalité, à la valeur, aux valeurs de la personne, ses principes, ce qu'elle pense être fondamental. Vous avez la confiance elle-même, qui est liée à nos réalisations, nos compétences, ce qu'on pense avoir réussi. Et puis, vous avez l'affirmation. L'affirmation, c'est le relationnel. Donc, qu'est-ce que je permets aux autres de faire de moi? Qu'est-ce que je me permets? Ou bien qu'est-ce que j'interdis aux gens? Qu'est-ce que je m'interdis? Donc, dans la confiance, vous avez l'estime, la confiance et l'affirmation. Alors là-dessus, je voudrais ajouter que lorsque nous parlons de confiance en soi, je ramène cela à l'état d'être d'une personne qui se sent capable de. Capable de quoi? De parler, capable d'agir, capable de refuser, capable de s'affirmer. Mais c'est un état d'être d'une personne qui se sent en capacité de faire quelque chose. Alors, quelle est la limite entre confiance en soi et, par exemple, orgueil, narcissisme, manque d'humilité? Parce que souvent, on peut confondre. Hein. Alors, je dirais, d'abord, vous avez posé la question de savoir quelle était l'utilité de la confiance. Ouais, voilà. La confiance, je l'aperçois comme un moyen d'avancer plus vite vers nos objectifs. Parce que quelqu'un peut vouloir une chose et puis rester là, tourner, ne pas passer à l'action. Mais dès qu'il travaille sur sa confiance et que sa confiance grandit, il accélère
vers ses objectifs parce qu'il se sent en capacité de passer à l'action. Maintenant, le fait qu'on soit en confiance ne sous-entend pas que naturellement, on regarde les autres de haut. Ouais. C'est pas ce que ça veut dire. Okay. Lorsqu'on commence à tomber dans la tendance à regarder les autres de haut, on les méprise et du coup, on passe pour quelqu'un d'orgueilleux. Bien évidemment, le regard des autres aussi peut nous traiter, les autres peuvent nous traiter d'orgueilleux dans la mesure où on n'est pas au même niveau de fonctionnement qu'eux. Parce qu'on ne voit pas les choses nécessairement comme eux. On ne se laisse pas intimider par les mêmes choses. Bon, ça varie en fonction de l'éducation de chacun, en fonction de l'appréciation de chacun. Donc, ce que je veux qu'on retienne pour mon intervention, c'est que la confiance va nous permettre d'aller plus vite vers nos objectifs sans pour autant mépriser les autres. D'accord. Vous pensez pareil? Oui, dans les grandes lignes, c'est la même chose. La dernière fois, avec des adolescents, on était en train de faire une formation. Il y a des tests, justement, pour pouvoir évaluer la confiance. Et il y en a une de ces ados qui, sur 80, est allée pointer à 73, je pense. Donc ça, dans ce cas, on était en train d'aller vers un moi hypertrophique. Ça veut dire un peu d'orgueil. Un peu d'orgueil parce que quand on dit qu'il y a la confiance, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas échouer. Donc celui qui a confiance, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas échouer. Et s'il échoue, il ne va pas attribuer ça à monsieur tout le monde, sauf à lui. Quand je suis un peu dans l'orgueil, s'il m'arrive un travers, c'est la faute des autres, je rejette la responsabilité, alors que celui qui a une confiance mesurée, même quand ça ne va pas, il sait se remettre en cause parce que justement, ce dont je parlais, ses valeurs sont restées intactes. Ce qui est en cause, c'est son faire, ce n'est pas son être. Okay. Wow. Vous avez parlé tout à l'heure justement d'estime, de confiance et d'affirmation, et on sait tous qu'il y a des personnes qui n'ont pas ces trois éléments-là. D'où vient le problème? Quelle est la cause? Donc si vous parlez d'estime, j'ai dit c'est lié à qui on est, notre personnalité, l'environnement dans lequel on grandit. Vous avez des gens, quand vous les écoutez, dans notre famille, on ne réussit pas ça. Vous savez que chez nous, on ne se marie pas. Dans notre famille, il n'y a pas si. Les parents, qu'est-ce qu'ils disent aux enfants? J'aime dire, quand on communique, on donne une information et informa, c'est ce qu'on donne, ça donne la forme et ça transforme la personne à qui on donne l'information. Quand on a pris le temps de rabaisser une personne, de lui dire, de l'assimiler à ses difficultés, donc tu ne vaux rien, tu es un tricheur, alors que c'est un enfant qui a peut-être triché, mais ça ne fait pas de lui un tricheur, c'est un enfant qui a peut-être volé, ce n'est pas un voleur, ça peut saper l'estime. Donc, quel que soit ce que la personne va faire demain, elle a l'impression que elle n'a pas de valeur. Ensuite, au niveau de la confiance, j'ai dit c'est lié à nos réussites. Quand vous réussissez quelque chose, ça fouette votre orgueil, ça fouette votre confiance. J'ai réussi ça, je peux m'identifier à telle réussite. Docteur Koukouignan a écrit tel livre, voilà. Et puis l'affirmation, c'est est-ce que j'ai le droit de prendre la parole? Est-ce que j'ai le droit de poser mes limites? Ça, c'est lié aussi à... Il y a plein de facteurs en fait. Donc l'environnement dans lequel on est, les réussites, les succès, les échecs aussi de la vie, tout ça modèle notre confiance. Je voudrais revenir un peu là-dessus. J'aborde dans le même sens que lui pour dire que ça peut aller beaucoup plus loin. Parce que vous voyez, quand un enfant est dans le ventre de sa mère, dans le dernier trimestre, l'enfant commence à être sensible à ce qui se passe autour de lui. Et aujourd'hui, avec l'évolution de la science, l'épigénétique nous montre qu'on transmet non seulement des gènes qui peuvent donner des maladies, mais aussi des comportements aux enfants. Ça va jusque dans le ventre parce que vous pouvez voir un enfant qui naît, qui n'a pas connu son père, parce que peut-être le père est décédé alors qu'il était encore dans le ventre de sa mère. Et plus il avance, il agit d'une certaine façon, les gens le regardent et disent « mais on dirait son père ouais. ». Vous avez déjà certainement entendu ça. Sûr, on dirait son père. Il a appris ça où? Puisqu'il n'était pas là. Il n'était pas là, justement. Donc on sait aujourd'hui qu'il y a des choses qui sont transmises déjà depuis, de manière génétique. Bien que les choses soient transmises de manière génétique, l'environnement contribue à façonner la personnalité. C'est-à-dire, comme il a dit, des parents qui arrivent et qui passent le temps à comparer leur enfant à l'enfant d'autrui. Ah, mais toi, depuis là, tu n'avances pas. Lui, il a 11 ans. Regarde, il a eu tel examen. Toi, tu es vieux, tu as 14 ans. Depuis là, tu ne passes pas. On entend ça tous les jours. Voilà, on te compare. Et la fille de l'autre, elle s'est mariée, mais ma fille... On attend là. Donc ça te met une pression et des parents qui mettent leurs propres exigences sur les frêles épaules de leurs enfants. L'enfant n'a pas droit à l'erreur et la surprotection. Si tu fais ça, tu vas te blesser. Si tu fais ça, tu vas échouer. Attention, il ne faut pas aller là-bas. C'est comme ça que des enfants qui ont envie de se lancer dans certains domaines sont
Voilà, ils sont un peu trop prudents, ils sont freinés par leurs parents parce que les parents transfèrent leur peur sur les enfants. Du coup, l'enfant, il grandit comme ça. Il a aussi dit les échecs de la vie, les situations qu'on rencontre dans la vie. On a vu des gens qui étaient très brillants. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler avec des gens qui étaient très brillants durant leur cursus scolaire. Le gars, il a validé toutes ses années universitaires, tout ça. Et quand il se lance dans la vie active, tentative d'emploi, il fait des CV. On lui donne 1 stage, 2 stages, mais il n'y a jamais de confirmation. 3 stages, pas de confirmation. Ça casse quelque chose en lui. Et justement, à partir de là, il ne se retrouve plus. Il manque d'estime, il manque de confiance. Il se dit, je ne suis plus capable d'avoir quelque chose. Donc, il y a à la fois l'environnement dans lequel on a grandi, ce qu'on a reçu de nos parents, notre environnement, et puis les épreuves qu'on rencontre dans la vie. Alors, on pense souvent, à tort ou à raison d'ailleurs, que le manque de confiance est souvent le plus courant chez les femmes que chez les hommes. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a une proportion? Est-ce que c'est plus les femmes qui sont touchées par ça ou tout le monde de façon générale? Je ne dirais pas que c'est plus fréquent chez les femmes que chez les hommes parce que les femmes expriment davantage. Nous, dans notre activité de coaching, on a travaillé tant avec les hommes qu'avec les femmes. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que les femmes expriment beaucoup plus que les hommes. Les hommes préfèrent rester dans leur coin, dire très peu. C'est la pudeur, c'est l'orgueil, c'est... Il y a un peu de tout cela. En son temps, je faisais une étude en regardant les données de consultation en pédopsychiatrie pour les adolescents, les élèves. On s'est rendu compte que les hommes demandaient beaucoup plus de consultation. C'était étonnant. C'était dit, mais ça devait être les filles. Il y a un moment donné de leur âge où les jeunes garçons sont plus prompts à les demander. Et puis, là, aujourd'hui, dans ma pratique, je reçois, 3 fois, sur 4 patients, il y a 3 femmes et puis un homme. Donc, elles vont venir demander cette aide-là à l'âge adulte, alors que les hommes, on va trouver des moyens de détournement comme... Est-ce que c'est pas un peu lié à notre société où on dit l'homme c'est la force, il n'a pas le droit de faiblir, le droit de la vulnérabilité. Un garçon ne pleure pas. Voilà, un garçon ne pleure pas. Ils n'ont pas le droit d'être sensibles finalement. C'est possible que ça contribue à cela. Alors, vous avez dit que la famille joue un rôle essentiel, en fait, parce que souvent, il y a des personnes qui n'arrivent pas à développer la confiance en elles depuis le bas âge, à cause des parents, à cause de tout ce que la famille a fait. Mais il y a quand même des gens qui, malgré tout ce que les parents ont fait quand ils se séparent de leur famille, ils n'arrivent toujours pas à développer la confiance en elles. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont plus prédisposées à développer cela, c'est-à-dire se rattraper après, avec le temps, et d'autres pas du tout? Il y a une chose que j'aimerais dire là-dessus. Tout le monde peut changer à tout moment. D'accord. Il suffit que la personne décide de changer, de faire ce qu'il faut pour changer. Donc, on peut travailler à s'améliorer en utilisant les bons outils. C'est pourquoi on va voir des psychologues, on va voir des coachs, on va voir des thérapeutes. Donc, on a la possibilité de travailler. Quelle que soit la situation qu'on a vécue à la maison, en famille, quel que soit ce qui s'est passé, bon, il peut arriver que quelqu'un ait un trouble mental, ça c'est autre chose. Il se fait suivre par un psychiatre. Mais si quelqu'un a des objectifs à atteindre, puisqu'il y a plusieurs personnes comme ça qui ont grandi dans un environnement familial peut-être encourageant, qui, au sortir du cocon familial, ont rencontré certains challenges, qui n'ont pas suffisamment eu la capacité de répondre de la bonne manière, et puis se retrouvent dans la vie professionnelle, dans la vie active, entraînant ce manque de confiance-là. Et puis maintenant, arrivé à un âge adulte, se disent « Ah, vraiment, il faut que je fasse quelque chose. » Quand on prend la décision de faire quelque chose et qu'on se fait accompagner ou qu'on utilise les bons outils, on peut retrouver cette confiance-là. Est-ce que la dépression est liée à un manque de confiance en soi? Je ne dirais pas que la dépression est liée à un manque de confiance en soi. Déjà, dans la dépression, il faut voir différents axes. Il y a un type de dépression qu'on appelle la dépression réactive, c'est-à-dire que la personne peut être soit en face d'une situation qui suscite la honte, une situation de honte, une situation de séparation, une situation de frustration. Par exemple, quelqu'un qui perd un proche, cette personne-là, il y a un sentiment de séparation. Quelqu'un qui a échoué à un événement ou à une prestation et qui a été hué publiquement. Donc, ce sentiment intériorisé peut conduire progressivement vers la dépression. Donc, la dépression n'est pas nécessairement la cause ou en cause lorsqu'il s'agit du manque de confiance en soi.
Vous avez dit quelque chose d'intéressant, et je vais vous permettre de réagir là-dessus justement, c'est que finalement tout est un peu à géométrie variable, d'accord? C'est vraiment l'individu qui va développer ou non une confiance en soi, et ça même c'est fluctuant, parce qu'à patrimoine génétique identique, à environnement identique, on peut avoir 2 frères et sœurs qui sont complètement différents dans leur vie adulte. Alors finalement, comment est-ce qu'on arrive à, en tant que spécialiste, expert, à vraiment aider les individus? L'être humain c'est une machine complexe. C'est l'un des rares êtres vivants qui a besoin de trouver de l'équilibre en mouvement. On est tout le temps en mouvement, on doit trouver des équilibres. Et les équilibres que vous trouvez aujourd'hui, en 2021, ça ne tiendra peut-être pas dans 3 mois, dans 4 mois. Et c'est un rééquilibrage permanent. Arrivé à un certain moment, des gens peuvent utiliser des schèmes ou bien des stratégies qu'ils avaient qui avaient fonctionné par le passé, et puis ça devient complètement inopérant parce que la situation a changé, le contexte a changé, eux-mêmes ils ont changé. D'autres fois, vous pouvez convoquer ce genre de trucs et puis ça vous donne un bon résultat. Donc, c'est toujours la quête d'équilibre. C'est pour cela qu'on a besoin de personnes qui soient décentrées de votre problème, d'accord, pour regarder et dire, OK, dans telle situation, comme telle chose a changé, voici vers quoi il faut partir. Parce que sinon, on ne peut pas être à la fenêtre et se voir passer dans la rue. Si vous êtes dans le truc, vous ne pouvez pas, tout seul. Et donc, même le coach ou bien le thérapeute a besoin lui-même d'avoir quelqu'un derrière pour regarder et recentrer tout ça. Parce que tout change tout le temps et les équilibres sont à refaire, quoi. En permanence. Est-ce que les parents retransmettent aussi... Alors, est-ce qu'on va le laisser rebondir sur la même question? Ce que je voulais ajouter à l'approche de M. Conan, c'est qu'en matière de coaching, par exemple, l'approche que nous avons n'est pas tant de nous porter en donneur de leçons pour venir ressasser les mêmes choses. Ça a marché ici, donc si tu fais ça, ça va marcher pour toi. Ce n'est pas nécessairement ça. En coaching, ce que nous faisons, nous travaillons avec les ressources de la personne en face. Quelqu'un qui a un challenge avec son niveau de confiance ne viendra pas avec la même histoire que X ou Y, Z. Ne viendra pas avec la même expérience. Parce que la plupart des gens qui ont un défi avec la confiance, ils ont quand même cherché un peu. Ils ont cherché quelques solutions. Oui. Ils ont eu quelques approches, ils ont lu quelques livres, ils ont regardé quelques vidéos. Maintenant, dans tout ce lot de tout ce que vous avez lu, de tout ce que vous avez cherché, en tant que coach, on vient, on explore. Quelles sont les solutions que vous pensez qui peuvent être efficaces pour vous? Comment est-ce que vous pouvez les mettre en application? Et on vous accompagne dans un processus que nous avons co-construit. Ensemble. Voilà. Vous avez évoqué quelque chose, du coup je garde ma question pour plus tard, qui m'a interpellée, c'est les vidéos qu'on regarde, les livres qu'on lit. Est-ce que ça aide réellement une personne qui manque de confiance en elle de juste s'asseoir et regarder des vidéos sur YouTube, par exemple? La seule chose qui aide, c'est le passage à l'action. Donc on a beau regarder 10 000 vidéos, ça ne changera rien. Si on n'a pas utilisé ce qu'on a lu ou ce qu'on a vu, on n'est pas passé à l'action pour voir ce que ça donne comme résultat. Regardez les vidéos simplement. Ça va. Beaucoup de personnes disent qu'il faut se répéter, faut avoir des mantras tous les jours. Des affirmations. Est-ce que ça aide aussi? Là-dessus, j'ai quelque chose à dire. Vous voyez, le mental est une activité. Donc, dans l'activité du mental, on a la possibilité de réorienter les choses lorsqu'on sort des affirmations. Quelqu'un qui est en train de se morfondre, qui est en train de se dire, par exemple, je viens à l'émission, ça peut mal se passer, quel genre de questions on va me poser, et si je cale, et toute la nation va me regarder, ça sera bizarre. Et puis, cette personne-là prend une affirmation qui lui dit, par exemple, tout va bien se passer, tout est parfait, tout se passera très bien. Ça réoriente son mental sur l'issue espérée. Sur ce à quoi il aspire. Justement. Alors, je vais vous permettre de continuer. Malheureusement, je vais vous couper pendant quelques courtes minutes ou même secondes. On se retrouve juste après une courte page de pub. À tout de suite. Bienvenue si vous nous rejoignez, vous êtes sur NCI dans votre émission favorite Les Femmes d'ici et aujourd'hui on parle de confiance en soi, de l'importance de la confiance en soi et de ce que ça peut entraîner dans notre vie. Nous sommes avec Serge Koukounian, coach en développement personnel et monsieur Fernand Yao Conan, psychologue. Et juste avant d'aller en pub, vous étiez en train de répondre à la question de Dija sur les affirmations qu'on peut avoir soi-même. Tout à fait. Se booster. Donc je disais que le fait de faire des affirmations aide à réorienter le mental sur ce qu'on a envie de voir apparaître. Ça s'appelle aussi de l'autosuggestion.
ça a été découvert par un pharmacien et psychologue, Émile Coué. Et ça a bien marché parce que ça a aidé de nombreuses personnes. Dans ma pratique, c'est quand il fait chaud, on dit qu'il fait froid et on a moins chaud. C'est ça? C'est ça, non? Un petit peu la méthode Coué. Le corps va réagir à ça. C'est ça. Dans ma pratique de coaching, j'ai eu à faire de nombreuses expériences avec des gens qui se retrouvaient dans des situations de manque de confiance par rapport à des choses à faire et qui, par l'utilisation des mots, par l'utilisation de la parole, retrouvent un certain regain d'énergie, finissent par passer à l'action. Je ne dis pas que ça marche à 100%, mais ça a son utilité dans l'approche. D'accord. Donc, les mantras et les autres choses, oui, le coach peut être dans des activités à court terme, de façon précise, mais généralement, j'ai l'exemple d'un monsieur que j'ai eu qui avait commencé aussi, comme il dit, les gens, ils essaient. Il avait essayé des vidéos en ligne et tout cela, ça ne donnait pas de résultat parce que justement, le souci que le monsieur avait était lié à un traumatisme. Et lui-même ne s'en rendait pas compte. Et donc, si vous avez un traumatisme, quelque chose qui fait que chaque fois que vous êtes dans une situation, ou bien que vous pensez que la même situation va se reproduire, ça va ressasser tout ce qu'il y a comme émotion négative, vous avez beau vous répéter que tout va bien, tout va aller, ça ne le fera pas parce que, justement, il y a cet obstacle à lever. Et donc, dans une approche de psychothérapie, on peut voir ça lever. Et puis, par priorité, si on traite le traumatisme, oui. Après, vous avez beau, vous pourrez aller faire ces autosuggestions. Il a parlé de Coué. Il y a même Erik Erikson qui a inventé toutes les sciences modernes de l'hypnothérapie. Parce que tout le temps, nous-mêmes, on s'hypnotise. Quand vous êtes dans votre véhicule et que vous connaissez la route pour rentrer chez vous, vous ne faites plus attention à comment est-ce que vous passez. Oui. Donc ça, c'est des choses qui, même dans une situation de thérapie, on utilise et qui donnent de très bons résultats. Mais encore une fois, ça ne marche que quand il n'y a pas, de façon sous-jacente, une difficulté beaucoup plus grave. C'est ça, donc en tant que psychologue, vous rentrez beaucoup plus en profondeur par rapport à un coach qui donne, on va dire, des informations, je dirais, un peu plus... Le coach ne donne pas d'informations. D'accord. Voilà, le coach ne donne pas d'informations, il ne donne pas de conseils, il ne donne pas d'informations. D'accord. Et son approche d'accompagnement, déjà, le coaching se situe un peu dans le cadre des thérapies brèves. Voilà, parce qu'avec le coaching, on ne cherche pas nécessairement à aller fouiller dans le passé, dans ton histoire, dans tout ce que tu as vécu, dans ton enfance. On ne cherche pas nécessairement. Ça, c'est le travail du psychologue. Mais le coach, il vous prend à partir de maintenant et vous voulez aller où? Dans quelle direction vous voulez aller? Quand on définit la direction là où on veut aller, on vous accompagne dans ce cheminement-là. Bien évidemment, parfois, en cours de route, on réalise qu'il peut y avoir des blocages si des choses ne sont pas traitées derrière. Voilà. Donc, le psychologue a le pouvoir. À chaque fois qu'il y a relation de personnes, il y a don de quelque chose, qu'il le veuille ou non. Le coach finit par proposer quelque chose à son client. Donc attention. En termes de neutralité, il y a toujours une offre qu'on a. Je veux dire, même dans la psychologie, dernièrement, il y a une nouvelle tendance. Quand je dis dernièrement, ça date du milieu des années 80. La psychologie traditionnelle postulait, quand vous venez voir un psy, de demander mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Et du coup, on va essayer d'aller regarder loin, qu'est-ce qui n'a pas eu. Il y a le courant dit de la psychologie positive qui postule, comme le pan inverse, c'est qu'est-ce qui va bien dans votre vie aujourd'hui? Parce qu'à la vérité, la personne a pu se déplacer, venir jusqu'à vous. C'est-à-dire qu'elle a des ressources, ça veut dire qu'il y a des choses sur lesquelles, pour une raison X ou Y, elle n'arrive pas suffisamment à mettre l'attention. Donc, ça, c'est des choses qu'on fait, comme il a dit, dans des thérapies brèves. Le monsieur vient avec une demande ponctuelle. C'est comme pour un médecin, quelqu'un peut venir vous voir avec « j'ai mal à la tête, j'ai ci, j'ai ça ». Mais vous faites derrière un questionnement pour voir est-ce que, parce que ça peut être les symptômes d'autre chose, est-ce qu'il n'y a pas autre chose que lui ne sait pas et qu'on ne voit pas. Donc, s'il n'y a rien d'autre, comme j'ai dit, je l'ai dit pour le trauma et autres, on peut s'engager sur des thérapies brèves, mais le cas échéant, on est obligé d'aller accompagner la personne à aller découvrir ça. Est-ce que vous envoyez des patients voir un psy avant de venir faire un coaching et inversement, après une consultation psychologique? Non, pas spécifiquement, pas systématiquement. Pas systématiquement. Et il y a l'expérience du coach qui joue. Voilà, il y a l'expérience du coach qui joue, un coach qui n'est pas expérimenté, qui n'a pas un certain background, parce que, bon, avant de faire du coaching, on fait quelque chose. Voilà. Bien sûr. Dans notre cas, nous sommes médecins. Donc,
le coach qui n'a pas l'expérience nécessaire ne va pas avoir le coup d'œil pour se dire ça relève peut-être de la psychologie pure ou ça relève de la psychiatrie et il va vouloir s'engager pour prétendre tout régler. Oui. Voilà. Comme on dit à Abidjan, il risque de taper un poteau monumental. Et les choses sont bien faites maintenant de plus en plus. Moi, dans ma pratique, je reçois des personnes qui sont référées par des religieux. Parce que maintenant, il faut arriver à séparer ce qui est du spirituel religieux de ce qui est du psychologique. Et puis, même en termes de psychologie, de voir que là, la psychologie s'arrête et qu'on est en train d'emprunter un domaine psychiatrique parce que vous avez une anxiété qui est énorme, qui est invasive, le sommeil est altéré, la personne ne dort plus. Il ne s'agit plus de faire seulement de la psychothérapie, il faut songer maintenant à orienter. Donc, c'est des portes qui s'ouvrent. Le praticien doit savoir ça pour voir à quel moment on réfère, à quel moment on garde. Alors justement, vous avez évoqué l'aspect spirituel. Tout à l'heure, on a écouté un micro-trottoir où beaucoup de personnes évoquaient que dans les moments disons, de difficulté et de manque de confiance en eux, ils se tournaient vers Dieu. Et ça, effectivement, c'est une solution. Est-ce que, justement, le fait de se retourner systématiquement vers Dieu, vers la prière, vers la méditation, ça peut nous empêcher aussi d'aller regarder plus profondément et faire de l'introspection ou est-ce que ce sont des choses complémentaires, finalement? La spiritualité, ici, moi, je la comprends au-delà des religions. Oui. D'accord? Donc, la spiritualité, c'est de se dire que dans notre existence, aujourd'hui, peut-être, les gens disent 80-90% est spirituel. Oui. La plupart des choses, maintenant, on se rend compte que une maladie même peut se générer à partir du cerveau. Donc, on a parlé de psychosomatique. Après, elle peut s'originer dans le corps et puis répercuter sur le cerveau somatopsychique et ainsi de suite. Mais à chaque fois, il y a un volet spirituel dans le sens que notre corps, ce n'est qu'une partie de qui nous sommes. Donc, une personne m'a demandé la dernière fois pourquoi est-ce que nous sommes sur la Terre? Pourquoi est-ce que nous sommes sur la Terre? Ça, c'est de la métaphysique dont je lui ai dit. Les philosophes ont répondu ça, les scientifiques ont répondu ça, les religions répondent ça, la psychologie répond cela. Mais ce que je peux te dire, pour faire simple, c'est il faut savoir qui tu es. Ouais. Quand on essaie de savoir qui on est, on se rend compte qu'on a ouvert une porte qui est tellement grande que on n'aura même pas fini quand on a fini de vivre ici. Du coup, on n'est plus à accuser les autres d'avoir tout fait, parce que le changement, c'est nous qui pouvons l'induire. Ce ne sont pas les autres. Et ça, c'est à partir du moment où on prend conscience qu'il y a une partie en nous qui est beaucoup plus grande. Ça, c'est un peu de lien avec la spiritualité, par exemple. Alors, quand vous posez la question de savoir est-ce que quelqu'un qui se tourne vers la spiritualité, ça peut aider, je suis d'accord avec lui lorsqu'il dit la spiritualité dépasse le cadre de la religion. Et pour moi, tout est spirituel. Voilà. Donc, on peut voir, oui, ceci, c'est de la matière, mais quand on regarde de plus près à un microscope avec une plus grande puissance, on verra que c'est de l'énergie en mouvement. Donc, tout est spirituel. Cependant, tout le monde n'a pas la même approche. Donc, certains vont se dire, je suis dans telle religion et voici la pratique religieuse que j'ai. Et cette pratique-là veut que quand j'ai un challenge, je me tourne vers Dieu. Oh Dieu, aide-moi à sortir de ce manque de confiance qui fait que je n'arrive pas à parler en public. C'est ça. Et on s'assoit. Voilà. J'en ai rencontré plusieurs comme ça qui viennent et disent vraiment, coach, j'ai prié. J'ai pris des moments de jeûne. Et à cela, je dis, Dieu ne fera pas autre chose que de te donner les situations où tu seras amené à parler. Oui. Il créera les conditions pour que tu passes enfin à l'action. Ouais. Donc, il ne va pas venir et puis, comme par enchantement, ma fille, tu es délivrée. Parle. Oui. C'est pas ce qui va se faire. Donc, il va falloir bien qu'on se dise, ah oui, je prie. Il faut s'ouvrir à d'autres personnes. Il faut pouvoir parler à d'autres personnes qui ont la possibilité de nous aider. Alors, dites-moi, comment on identifie une personne qui a un manque criard de confiance en soi? Quand on est déjà adulte, on peut voir en fonction de ce qu'on a atteint ou pas, ses objectifs, si ça va pas, on sait. Mais pour un enfant, un parent par exemple, comment il sait que son enfant là, il manque de confiance en lui et qu'à cet âge, il faut déjà qu'il commence un suivi pour que plus tard, on puisse rattraper? Lui, il travaille plus avec les pédos, avec les enfants. Donc, voilà. Dans la définition que je donnais tout à l'heure, il y a ces facteurs-là en fait. Donc, un truc qui touche à l'estime, ce sont les mots que l'enfant utilise pour parler de lui. D'accord.
quels sont les mots qu'il utilise pour parler de lui, quel est son champ lexical quand il s'agit de lui. On fait la différence, par exemple, entre les optimistes et les pessimistes. Il nous arrive à tous, pessimistes ou pas, des choses bonnes et d'autres moins bonnes. Chez la personne dite optimiste, elle va attribuer les moins bonnes choses à un facteur accidentel. Et puis les bonnes choses, c'est la normale. C'est l'inverse chez la personne pessimiste. Donc un enfant peut réussir à un devoir, il vient et puis il dit « Oh, ça c'est parce que tout le monde a eu la même note, c'est pas un truc. » Mais par contre, quand ça ne marche pas, non, c'est normal, je ne vais jamais y arriver. Mais même le premier n'a pas eu bonne note. Voilà. Vous voyez, donc l'estime, je dis, c'est en lien avec les valeurs. Donc, quels sont les mots que l'enfant utilise pour parler de lui? Ensuite, la confiance, ce sont les réussites. Est-ce que l'enfant a tendance à célébrer ses réussites, à les mettre en valeur, ou alors il les minimise, Est-ce que l'enfant, quand il joue avec ses amis, il est capable de leur mettre des limites? Quand on lui dit, par exemple, et ça va arriver vite, des amis lui font des suggestions, allons faire telle chose, est-ce que l'enfant peut dire non, je n'y vais pas parce que ce n'est pas conforme à ce que papa et maman m'ont dit, ou alors, bon, si je leur dis non, ils vont m'exclure du groupe, donc j'y vais, et ainsi de suite. Mais concrètement, là, on parle du côté enfant, mais un adulte, justement, qui a vécu ces expériences, ces erreurs, comment aider ces adultes qui ont un manque de confiance en eux à remonter, on va dire, et à prendre confiance, à avoir estime. D'accord. Là-dessus, je voulais répondre, avant de revenir à cette question, à la même question, mais qui se rapporte plutôt aux adultes. Ce que j'ai pu remarquer dans le travail de coach, c'est qu'il y a 3 types de peurs que vivent les personnes qui ont un challenge avec la confiance. Le premier type, c'est la peur en rapport avec les autres. Qu'est-ce que les autres vont penser? Qu'est-ce que les autres vont dire? Le jugement des autres. Le deuxième type de peur, c'est la peur de perdre. Ça peut être la peur de perdre de l'argent, la peur de perdre l'image qu'on s'est bâtie. Comment les autres vont me voir si je fais ça? Qu'en sera-t-il de mon image? Le troisième type de peur, c'est la peur d'échouer. Et si ça ne marche pas? La fameuse question. On veut entreprendre, on veut se lancer, mais on est là. Et si je fais et puis ça ne marche pas? Derrière cette question, on ne répond pas là. Et en général, quand les gens sont dans ces types de peurs, ils n'osent pas. Donc la peur va entraîner la stagnation. Vous verrez quelqu'un qui reste là, sa vie semble tourner en rond, c'est statique, il ne bouge pas, il y a une peur quelque part. Il y a un manque de confiance quelque part. Donc ça nous permet de remarquer et d'identifier une potentielle personne qui a besoin de travailler sur son niveau de confiance pour continuer à avancer. Maintenant, pour la question de savoir comment est-ce qu'on les aide, je dis déjà que le coach, certes, ne donne pas de conseils. Il a dit, il a essayé de me titiller là-dessus. Mais vous voyez... Il va finir par en donner. On a des approches, et par expérience, ce que je remarque, c'est que une personne ne va démontrer de la confiance qu'en fonction de l'image qu'elle a d'elle-même, dans un premier temps. Comment tu te vois? Si la façon dont tu te vois ne change pas, et cette image-là, elle est à la fois consciente et subconsciente, si la façon dont tu te vois ne change pas, tu vas beau essayer de faire les choses extérieurement, naturellement, tu vas revenir à ce que tu es au fond de toi. Donc, on devra travailler sur l'image que tu as de toi intérieurement. Cette image-là, elle est influencée par tout ce que tu as connu, tout ça. Deuxièmement, il y a l'expérience. Parce que vous êtes ici sur un plateau de télé, vous avez l'expérience de ce que vous êtes en train de faire. Ce n'est pas la première fois. Pour toute personne, lorsqu'il y a une première fois, il y a de la nervosité, il y a le stress. Le trac, l'hésitation, tout ça. Donc, l'expérience. Mais l'expérience se bâtit comment? On fait par l'action. Et puis, on apprend. Exactement. Voilà. Donc, on va inciter les personnes qui ont ce challenge-là à passer à l'action, à avoir davantage d'expérience. L'expérience peut être positive ou peut être une source d'apprentissage. Une source d'apprentissage. Alors, vous avez évoqué quelque chose et j'aimerais que vous réagissiez là-dessus, c'est le fait que parfois on masque un petit peu un manque de confiance en soi. On connaît tous des personnes un petit peu exubérantes qui sont dans la performance en permanence, qui dissimulent finalement un manque de confiance en elles. Est-ce que ce mécanisme peut-être de défense, je ne sais pas comment il faudrait l'appeler, c'est viable? Ou est-ce que finalement ça entrave l'introspection, le fait de travailler sur son estime de soi? La réponse est dedans déjà. C'est évidemment le cas. En psychologie, on va aborder un grand chapitre qu'on appelle des blessures. Nous tous, nous en sommes là. C'est déjà géré jusqu'à 6-7 ans. On a tous nos blessures. Après, pour percevoir une blessure, vous verrez et vous ferez attention au masque qui accompagne la blessure. Donc, quelqu'un a une blessure, par exemple, d'injustice, elle est devenue rigide. Quand je dis ça, c'est comme ceci.
Une personne qui a une blessure d'abandon va devenir collante. Une personne qui a une blessure de trahison devient surcontrôlante. Est-ce que ça a été fait? Est-ce que ça a été fait? Et ainsi de suite. Donc, le comportement, en réalité, vient vous dire qu'est-ce qu'on est en train d'essayer de camoufler. Par exemple, pour revenir sur ce qu'il disait à propos de la peur. Donc, les exemples que je donne, pour les enfants, ça vaut aussi pour les adultes. C'est des choses différentes, mais c'est la même chose. Par exemple, le volet affirmation, ça va regarder à tout ce que les enfants comme mantra. Mais ça, c'est parce qu'on s'est rendu compte qu'au niveau de l'estime et de la confiance, tout est bon. Mais si une personne, par exemple, au niveau de l'estime, elle a des peurs, la peur, on la dédramatise. Une peur, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. La peur, c'est un signal d'alarme qui a permis à l'espèce humaine de survivre. C'est grâce à la peur qu'on a pu fuir des dangers. Et la peur nous dit qu'on doit s'ajuster. Mais maintenant, est-ce que le danger en question est réel ou bien c'est juste un peu exagéré? Quand on se rend compte que c'est exagéré, je dis aux gens, le cerveau humain ne peut pas faire deux choses à la fois. Si vous êtes en train d'avoir, si vous avez la foi, vous ne pouvez pas avoir la peur. Si vous avez peur, vous ne pouvez pas avoir la foi. Ah bon? Et donc, non, alors la peur, c'est la foi en quelque chose. Voilà. On ne veut pas. La peur fait advenir ce que vous ne voulez pas, et la foi vous fait advenir ce que vous voulez. Donc, c'est deux forces qui opèrent de façon inverse, mais c'est le même mécanisme. Donc, plutôt qu'à se concentrer sur ce qu'on ne veut pas et ce qu'on redoute, demandez à la personne, qu'est-ce que tu veux? Donc, j'ai peur d'échouer, je ne veux pas échouer. OK, mais qu'est-ce que tu veux? Je vais réussir. Et comment est-ce que ta vie sera quand tu auras réussi? Ah, j'aurai tel truc, j'aurai fait tel truc. Et qu'est-ce que tu auras? Cette visualisation, cette mentalisation, ça permet de dériver l'esprit sur ce qu'on souhaite. Et quand vous êtes en train de penser à ce que vous souhaitez, vous avez oublié même que vous aviez peur. Et si vous avez peur, vous ne pouvez pas penser à ce que vous souhaitez. Alors Fernand, Yao Kona, il va falloir conclure. Malheureusement, le temps va bientôt s'écouler. J'ai vu que vous êtes venu avec des livres. Ah oui, c'est le dernier livre que nous avons écrit, Devenez plus confiant aujourd'hui, avec des exercices, avec des étapes à franchir qui aident les personnes qui... Aujourd'hui, c'est pas un petit peu... Ah non, c'est pas un peu de la publicité. Devenez confiant aujourd'hui. Devenez plus confiant ça peut arriver. Voilà. Passez à l'action maintenant. En fait, c'est une incitation à passer à l'action maintenant. D'accord. Voilà. Et vous avez envoyé les livres, c'est pour nous? Un exemplaire pour toutes les personnes. Merci. Oui, bien sûr. C'est gentil. Je vous ferai la dédicace tout à l'heure. Oui, d'accord, on pourra faire la dédicace tout à l'heure. On va se les passer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Génial. Et merci à vous aussi pour vos interventions. Franchement, on a beaucoup appris. Vraiment. Je pense qu'Aurélie est très contente. C'est très intéressant, c'est très intéressant. Oui, franchement. Et je pense que quel que soit le degré de confiance qu'on peut avoir en soi, on pense qu'il faut quand même un petit encadrement de temps en temps. Toujours. Merci beaucoup. Quant à vous, vous ne partez pas. On se retrouve tout de suite après une page pub. Bonjour à vous si vous nous rejoignez dans ce numéro des Femmes d'ici sur NCI. Alors l'émission se poursuit. On va passer à présent à la chronique de Tidja, ce qu'on retient, et c'est tout de suite. Alors oui, mesdames, aujourd'hui, dans ce qu'on retient, on parle du coronavirus qui sévit encore dans le monde entier et bien sûr en Côte d'Ivoire. Le nombre de cas ne cesse de grimper de jour en jour depuis quelques semaines, comme on a tous pu le remarquer. Alors pendant la première vague, on était plutôt serein, parce que dans notre entourage immédiat, on ne connaissait pas forcément quelqu'un qui avait les symptômes ou qui avait été testé positif, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, parce qu'on connaît tous une personne, plus ou moins, qui a été infectée ou qui a le coronavirus, plus ou moins. Voilà. Faut savoir qu'il y a eu plusieurs idées reçues pendant la première vague, qui sont fausses, aujourd'hui en tout cas. La première idée reçue, c'est que la Covid n'emporte que les personnes âgées. C'est archi faux. On a des jeunes qui meurent aujourd'hui de cette maladie-là, donc c'est le cas de prendre toutes les précautions, de respecter les mesures barrières, parce que ça ne tue pas que les vieilles personnes, ça tue également les plus jeunes. La deuxième idée reçue est que lorsqu'on a eu le coronavirus, on ne peut pas en avoir une deuxième fois, qu'on développe une sorte d'immunité. Je ne sais pas qui vous a dit ça, mais ce n'est pas vrai, parce que quand on a eu la Covid une fois, on peut très bien
être encore testé positif. Donc, voilà. En fait, le problème qu'il y a eu, c'est qu'au tout début de la maladie, il y a eu beaucoup de petites théories qui ont été émises sur le fait d'une immunité qui se construirait. Et d'ailleurs, c'était même la croyance de certains médecins. Mais il y a encore une croyance, là, j'espère que tu vas en parler. Dis-moi. Tu me laisses finir? Oui, vas-y. Okay. Alors, donc, ce qui m'emmène donc à la troisième idée reçue, c'est que le Covid ne fait pas autant de ravages en Europe qu'en Afrique du fait de notre climat. Ouais. Ce n'est pas vrai. C'est pas parce qu'on vit dans un climat chaud et humide que le corona ne prospère pas. Au contraire, tant qu'on ne respecte pas les gestes barrières, tant qu'on ne respecte pas la distanciation sociale, on est susceptible d'avoir le corona. Et d'ailleurs, en ce moment-là, on a eu un pic récemment. Donc non, c'est pas parce que c'est pas en Europe que ça tue le plus, ça tue aussi en Afrique malheureusement. Par exemple, l'Afrique du Sud, qui est tout au sud de l'Afrique, enfin du continent, elle est très 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 touchée. Tout à fait. Alors plusieurs raisons peuvent expliquer cette recrudescence de nouveaux cas. Donc le non-respect des gestes barrières, la distanciation sociale, les rassemblements, le port du masque, etc. D'ailleurs, pour inciter les populations à respecter davantage ces mesures barrières-là, le gouvernement a pris certaines sanctions que je juge un peu légères, mais bon, c'est toujours ça. Il faut commencer quelque part. Donc il s'agit du contrôle systématique du port du masque, principalement dans les transports en commun, dans les endroits publics et voilà. Je me suis jamais fait contrôler. Est-ce que ça se fait Ensuite, une amende de 10 000 francs. En cas de non-port du masque. Mais le problème, c'est que tout le monde voit dans la ville que personne ne porte le masque. Mais c'est ça, le truc. Mais personne n'a reçu d'amende ou n'a été arrêté ou qui a été verbalisé par rapport à ça. Donc, effectivement, dans les mesures de répression, il y a la verbalisation. Mais bon, voilà. D'accord. Et c'est ça les mesures du gouvernement? Exactement, c'est ça. Tout et voilà, la révision du délai de validité du test Covid pour les voyageurs pour entrer et sortir de la Côte d'Ivoire qui passe de 7 à 5 jours. C'est tout. Moi, je pense que c'est ce qui fait justement qu'on a un pic. Parce que la fois dernière, les mesures étaient tellement strictes que tous les cas, c'est-à-dire qu'il y avait moins de contamination. Les gens marchent par la peur. Alors, sur ça, les spécialistes sont un peu... voilà, ils ne vont pas tous dans la même direction. Certains pensent que le fait de confiner les personnes fait que les personnes malades et les personnes saines sont dans le même espace clos. Et donc, il y a plus de... Moi, je ne parle pas forcément de confinement, mais je parle plutôt des espaces ouverts. Tous les espaces, les concerts, les boîtes de nuit, les restaurants. Je suis désolée, je ne suis pas en train de dire qu'on a qu'à fermer vos coins, mais je veux dire que c'est ce qui fait. Surtout qu'en réalité, on s'est rendu compte que pour l'Afrique subsaharienne, le confinement, comme il se fait en Europe, n'est pas faisable parce que beaucoup de personnes vivent en communauté, dans des quartiers beaucoup plus, à haute densité. Donc vraiment, c'est pas faisable et c'est pas réaliste. Réaliste. Ceci dit, fermer effectivement certains établissements, les bars, les divertissements, bon, ou alors peut-être un petit couvre-feu, je sais pas. Mais c'est pas mon souhait. Je suis d'accord avec le couvre-feu parce que fermer totalement, on a vu l'impact quand même. Oui, économique. Ce n'est pas négligeable l'impact économique que ça a pu avoir. Donc, fermer, je ne sais pas. Mais en tout cas, un couvre-feu ne serait pas mais couvre-feu, là aussi, les gens ne sont pas d'accord avec ça. Ils disent que mais comment le corona se promène matin de 6h à 18h et à 23h, il dort. Dans tous les cas, il faut des mesures plus strictes parce que aussi, nous, on aura toujours quelque chose à dire. Non, c'est bien, non, c'est pas bien, ça nous arrange pas. Bien sûr, ça nous arrange jamais, bien sûr. De toutes les Personne n'aime qu'on lui restreigne ses libertés. Exactement. Mais après, il faut être un petit peu responsable. Donc, ce qu'on retient aujourd'hui, c'est de continuer à prendre soin de nous. De nous protéger, de protéger les autres, d'avoir un petit gel hydroalcoolique pour se désinfecter les mains de temps en temps, de se les laver si on ne peut pas, sinon. Et puis de porter son cache-nez, surtout quand on est dans des endroits publics. Et puis voilà. Merci, tu as raison, Didja. Alors, pour revenir au thème de notre émission, donc la confiance en soi, nous allons vous parler d'une dame qui est une fervente promotrice du body acceptance, donc acceptation de son corps en français. Elle est entrepreneure autodidacte, elle est aussi créatrice de la marque de vêtements Nicole. Elle lance en 2012 à Paris des ateliers de confiance et d'estime de soi par le biais de la danse. On vous en dit plus dans le miroir de Paul-Marie Assandre. Pour moi, le plus important, c'est de faire ce qu'on ressent. Et après, les qualificatifs qui viendront, que la société voudra donner, c'est tant mieux. Mais il ne faudrait pas qu'on se résume à tout le temps vouloir répondre à des qualificatifs. Motiver les femmes et leur redonner confiance, c'est son leitmotiv. Sa personnalité et son attitude longtemps incomprises, Paul-Marie Assandre prend les devants en créant le mouvement Body Acceptance en 2012.
une idéologie, l'amour et l'expression de soi. Un programme, des ateliers réunissant des femmes de tout horizon, des discussions, de la danse et un seul mot d'ordre, la liberté. Parce qu'on a besoin de libérer notre corps, notre esprit, de toutes les chaînes. Il y a des chaînes, on a des chaînes socialement, il y a des chaînes et on veut être libre. Voilà, pour moi en tout cas, j'ai besoin d'être libre. Et ce moment-là, c'est un moment où je viens prendre ma puissance pour affronter le monde. Et j'espère qu'elle aussi. En dehors de ses activités thérapeutiques, la jeune femme au parcours plutôt éclectique est à la tête d'une ligne de vêtements qu'elle crée pendant ses études universitaires. Selon Paul-Marie, c'est l'entrepreneuriat qui l'a choisi et non l'inverse. En 2007, pendant que je suis étudiante, je crée une marque de vêtements parce que je veux absolument mettre en avant le Made in Africa, donc la production faite en Afrique. Et de fil en aiguille, je suis très amoureuse du spectacle, donc je donne une dimension assez différente à la mode. Pour moi, c'est important que la mode rentre dans l'art, parce que l'art fait partie de ma vie également, à plein temps d'ailleurs. Je suis directrice artistique de certains projets qui sont les miens. Je donne des ateliers de danse aux femmes pour être bien dans leur peau. La danse libère. La danse permet même de libérer les complexes, de libérer la parole et de dire des choses sans ouvrir la bouche, de guérir de ses blessures. Bref, pour moi, la danse a un super pouvoir et c'est ce que j'utilise avec les femmes quand on se rencontre pour pouvoir juste se raconter ensemble et trouver des chemins. Le body acceptance a évolué au fil du temps et accueilli des adeptes d'un autre genre, des hommes. Ce cercle d'échange, Paul-Marie le veut en effet inclusif, ponctué par des séances de jeu, de partage et d'expériences. En fait, on se rencontre depuis 2012 entre femmes pour parler de ce qui nous fait du bien, ce dont on a besoin, ce qui nous manque dans nos rapports avec nous-mêmes, nos rapports aux autres. Et les hommes reviennent forcément souvent puisqu'on vit avec les hommes, on fait des choses avec les hommes, on construit des vies avec les hommes. Et il m'a jugé intéressant avec les autres avec qui je développe cette activité de pouvoir inviter les hommes à rejoindre notre événement, notre mouvement, parce qu'on appelle ça comme ça, pour mieux se rapprocher, pour se comprendre et pour s'interroger aussi ensemble sur nos enjeux en tant que femmes et sur leurs enjeux aussi en tant qu'hommes, puisqu'on s'accompagne dans la vie, on s'accompagne mutuellement à avancer ensemble. Son équilibre, Paul-Marie le tire de sa passion. Éclairer la vie des autres, leur donner l'envie de s'affirmer et de prendre la place qui leur revient en société. Je l'aime bien, la Paul-Marie Assamba. Oui, franchement, tu sens qu'elle dégage quelque chose et c'est vraiment ce qu'elle fait et ça se voit, quoi. Ce que j'aime le plus un peu dans ce reportage-là, c'est qu'elle a associé les hommes. On en parlait tout à l'heure, les hommes ne vont pas forcément faire le premier pas pour demander de l'aide. Et des ateliers de parole, je pense que c'est plus détendu, on se sent pas tout de suite oui, quel est ton problème et tout ça. On parle librement et je trouve ça vraiment très, très bien. Non, c'est clair, et tu as absolument raison sur la question de l'implication des hommes dans ce type de conversation. Parce que trop longtemps, il y a eu une sorte de tabou autour de l'homme sensible. Alors, dès qu'on est un petit peu vulnérable ou qu'on montre sa vulnérabilité, ça veut dire qu'on n'est pas un homme au sens propre du terme. Et ça, c'est quelque chose qui doit changer parce que je pense que le fait d'avoir un peu créé des hommes un peu robots, super machos, c'est ce qui fait aussi que beaucoup de femmes souffrent parce qu'elles sont incomprises, parce qu'il y a beaucoup de machisme, beaucoup de sexisme. Et quand les hommes, eux, deviennent plus sensibles ou laissent leur sensibilité finalement qui est là, parce que tout le monde est sensible, qui est là, oui. Parler d'elle-même, eh bien, je pense qu'on est un peu plus, on se comprend mieux. On est plus, Moi, je veux revenir à ces ateliers de danse. C'est vrai que malheureusement, je n'avais pas encore eu l'occasion d'y participer malgré les invitations. Néanmoins, la danse, c'est vraiment quelque chose qui libère. Moi, j'aime beaucoup danser, j'avoue. Je faisais même des cours de danse avec un coach au New que je salue. Ça libère, ça fait du bien au corps et à l'esprit. C'est aussi un sport. Et quand on sort de là, on est épuisé, on est vidé, mais en même temps, on est rechargé d'énergie positive. Ouais. Et moi, je l'encourage vraiment à continuer. Par contre, moi, la question que je me pose, c'est que c'est bien... Enfin, moi, c'est un truc que j'aime bien, mais est-ce qu'en Afrique, on a cette culture-là de se dire en dansant, on va se libérer, en dansant, on va... Est-ce qu'en Afrique... Je vois ce que tu veux dire. Tu vois, peut-être qu'en Europe, effectivement, ça, c'est normal. Et puis, pour des personnes peut-être qui ont beaucoup voyagé, voilà. Mais est-ce que d'autres personnes se diront, me libérer, juste dire des mots, ça va me libérer en quoi? Les jeunes, on a un peu plus dans cet état d'esprit-là. Voilà, c'est ça. Peut-être que nos parents, non, mais les jeunes aujourd'hui, on comprend beaucoup de choses de façon différente. On a une approche qui est différente de nos problèmes et du coup, on cherche des solutions différemment de nos parents. Et je pense qu'en fait, ce qui est bien, c'est que c'est guidé.
C'est-à-dire que, alors oui, c'est peut-être pas quelque chose qui est forcément naturel dans notre culture, mais on peut l'intégrer. Si tu commences à participer à des ateliers comme ça, on t'explique un petit peu finalement que la danse, au-delà du fait de bouger ton corps, c'est aussi un moyen d'expression. Et ce que j'ai compris, ces ateliers, c'est surtout le fait de danser sans chorégraphie, en fait, il y a pas de, on te dit pas, tu mets ton pied devant, tu fais ci avec ton bras. C'est vraiment, fais ce que tu veux, tu te laisses t'exprimer. Et alors, j'imagine que c'est un process, ça doit venir petit à petit. Tu commences à vraiment laisser ton corps parler de lui-même, et c'est là que c'est libérateur. Et je pense que ça peut être une bonne alternative pour les personnes très timides. Oui, c'est vrai. Pour vaincre la timidité. Pour pouvoir... Mais comme le théâtre, le théâtre aussi qui par exemple, énormément, énormément le théâtre. D'accord les filles, alors on se retrouve tout de suite pour une autre partie de l'émission, juste après ces pages pub. Bienvenue si vous nous rejoignez pour la toute dernière partie de ce numéro des Femmes d'ici. On va à présent passer à ce moment où nous partageons avec vous ces choses qui nous ont plu ou déplu dans l'actualité, dans les faits de société, qu'importe. Bref, c'est le crush ou ça clash. Alors, est-ce que vous avez entendu parler de la série 10%? Non. Ah oui, moi oui. Non, moi non. Alors Caddy, c'est un truc que tu vas adorer, franchement, parce qu'on parle justement du milieu d'acteurs. Il s'agit de plusieurs agents qui sont dans une agence donc, de management, qui gèrent la vie en fait de tous les acteurs, les contrats, etc. Donc on y voit les agents gérer les humeurs des acteurs, les contrats, la guerre qui se passe entre eux, et bien sûr avec une touche d'humour à la française, parce que c'est une série française qui passe sur Netflix. C'est frais, c'est sympa, c'est mignon. Franchement, moi j'ai. C'est combien de minutes? Alors, c'est une très bonne question. Je pense qu'on est sur du 45 minutes. Hein. Et la saison 4, d'ailleurs, qui est sortie récemment. Oui, la saison 4. Ah oui, ouais. C'est 4 saisons déjà. Et c'est très drôle. Et en plus, ce qui est bien dans la série, c'est qu'il y a la participation de tous les grands acteurs français. Donc, tu as Jean Dujardin, tu as Mimi Mati, tu as... José Garcia. Et j'ai pas encore regardé, à chaque épisode, tu as un acteur français dont l'histoire tourne autour, en fait. Et vraiment, c'est trop bien. Ils font tous leur caméo. Alors, je n'ai pas regardé, mais je sais que ça doit... je ne sais pas de quoi il s'agit. En fait, moi, je n'ai pas regardé, mais je sais que quand on parle d'agents d'acteurs avec le cinéma, je sais que ça sera... Le résumé d'Aurélie, tu n'as pas parlé. Non. Moi, personnellement... Je vais le voir. Non, franchement, parce qu'on est sur la série actuellement. Les gens parlent beaucoup des séries françaises avec Lupin, etc. Personnellement, j'ai beaucoup plus accroché. J'accroche plus sur 10% que Lupin. Ça, c'est mon point d'accroche. Moi, je ne connais pas les films. J'aime pas trop les films français parce que je trouve que c'est pas vraiment intéressant. Sauf que... En fait, c'est ça la vérité. En fait, les Français, ils sont bien dans la comédie. Quand ils font des films comiques, là, c'est trop drôle. Mais genre, des films sérieux, là... Alors justement, ce qui est pas mal avec 10%, c'est que si tu connais Camille Cotin, qui est une des actrices principales de la série, qui faisait aussi de sortes de sketchs avant sur Canal où elle allait embêter des gens dans la rue. Elle est très très drôle. Alors elle est un peu différente dans cette série. Elle est beaucoup plus, elle est plus multidimensionnelle, mais il y a un côté humour et c'est. Ouais, c'est ça. Tant qu'il y a de l'humour dans les films français, c'est bon, c'est très bon. Non, c'est pas mal du tout. Alors je vais regarder. Ouais. Alors moi, mon crush, c'est vraiment une actualité qui se passe aujourd'hui, en ce moment, sur les réseaux sociaux. C'est le mariage de Vital et Momo Wang. Je ne sais pas si vous connaissez Vital et Momo Wang. Je ne savais pas qu'ils s'étaient mariés. Plus Vital que Momo Wang. Alors en fait, apparemment, ils se sont mariés, mais d'autres pensent que c'est un clip. Vital et Momo Wang ont confirmé que ce sont réellement mariés. C'est dans un clip ou pas? Non. On ne sait pas justement. Alors, je pense qu'ils ont fait sortir une chanson, voilà, en rapport au mariage. Voilà, pour dire qu'ils se sont mariés. Mais ils disent que c'est un mariage, Moi, je ne sais pas si c'est vrai. Pas réellement. On ne sait pas réellement, mais à partir de moi, je suis déjà contente parce que si c'est vraiment un mariage, ça se voit que la fille, elle est très heureuse et elle a eu tout un moment où elle a été, les gens l'insultaient, on l'a traité de ci, de ça, tu vois. Et quand tu vois quelqu'un au moins heureux comme ça, c'est bien, quoi. Donc moi, c'est mon coup de cœur, juste bien, ça. C'est-à-dire, je ne sais pas ce qui se passe derrière, mais en tout cas, je la vois heureuse. Son mari, de toute façon, donc bon. Pour moi, son mari n'est pas vilain, je trouve que... Ah oui, dis-moi, pourquoi tu dis ça? Parce que je trouve qu'en fait, moi, personnellement, j'aime bien ce style, tu vois, de mec un peu mince. D'homme mince, là. Voilà. Bon, vite, t'as envie, non? En fait, en réalité, et c'est pas du tout du hating, hein. Je les connais pas. Oui, t'inquiète pas. Du coup, c'est no comment. Mais c'est bien. En fait, moi, j'aime bien. C'est bien pour eux. Franchement, mais no comment, en réalité, j'ai pas trop d'infos. En fait.
Bon, alors, justement, on va passer à moi. C'est complètement différent de ce dont vous avez parlé, les filles. Mais, alors, on le sait, on en a parlé plusieurs fois même sur cette émission-là. WhatsApp va changer. Alors, on n'a pas la date à laquelle la politique de confidentialité va évoluer. Mais on sait que beaucoup de personnes commencent à chercher des alternatives. Avoir peur qu'on donne et qu'on divulgue nos informations à des sociétés à travers WhatsApp Business. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a de plus en plus d'applications de messagerie instantanée made in Africa. Moi, je suis très panafricaniste, comme vous le savez très bien. Et je me dis, tant qu'à faire, pourquoi ne pas commencer à regarder de ce côté-là? On a Yoba, on a Masolo. Dans toutes les grandes villes africaines, que ce soit en Afrique centrale ou en Afrique de l'Ouest, il y a des jeunes qui lancent des startups et qui commencent ce type de messagerie. Alors, je suis sûre qu'il faut vraiment bien investiguer pour savoir laquelle nous convient. Et puis surtout... Comment elle est goupillée, est-ce que vraiment c'est une application sécure? Et je pense que c'est la préoccupation de beaucoup de personnes, mais j'aime l'effort et le fait de proposer des alternatives et surtout aussi peut-être des solutions qui sont plus adaptées à nos environnements. Je pense que même si c'est pas dit que les gens sautent sur la tendance, ça vaut le coup de regarder quand même. De temps en temps, il faut voir. On n'est pas incapable de faire de la technologie, au contraire. Et je pense qu'il faut s'intéresser à ça. Ça peut être intéressant. J'encourage l'initiative, on va dire. Mais après, tu vois. J'avoue que déjà qu'avec WhatsApp, on a des problèmes de confidentialité. Alors imagine. C'est ça en fait. C'est-à-dire que du coup, moi, je suis dans du no comment. Je dirais ça et ça. Parce que je sais que moi, franchement, c'est du no comment. Parce que je sais pas, dans 10 ans, ils vont nous dire aussi que non, on doit changer parce que en fait, c'est la même chose. Allez, regardez, je vous ai dit qu'il doit y avoir 20 ou 25. Mais je suis un peu no comment parce que on est tout le temps épiant, en fait. En vrai, on n'a pas du tout. Il faut que les gens arrêtent de dire non, cette application est safe ou quoi. J'y crois pas du tout. Donc toi, en fait, tu dis que tu vas pas changer de... Parce que des fois... Non, je vais pas changer. Si, de toute façon, qu'ils prennent ce qu'ils ont envie de prendre. Moi, je n'ai rien à cacher de toute façon. Mais des fois, vous parlez avec une personne où vous avez un besoin et quand vous vous connectez sur Facebook, vous n'avez pas de suggestions? Si, Aurélie l'a dit ça la fois dernière. Je l'ai dit. Alors moi, c'est ça mon problème. C'est que j'en ai un petit peu marre de ce grand groupe qui bouffe tous les autres et qui nous impose cette dictature. Au moins, les petits, ils ont beaucoup moins de force. Ils ont moins de moyens de pression. Le monopole, c'est Facebook. C'est le groupe Facebook qui fait un peu ce qu'il veut. Donc peut-être que la concurrence, ça va créer aussi un petit peu de safeguards, quoi. Bon, après, je pense que je suis un peu utopiste, faut dire. En tout cas, moi, je dis ceux-là, ils sont pareils. C'est parce qu'ils n'ont pas encore l'argent, tu les vois comme ça. Là. Quand ils vont avoir l'argent, là, tu vas voir. Oh, soutenez les vôtres. Oh. Alors, moi, j'ai... Tu vas la censurer quand même. Je vais avoir des problèmes. J'ai un clash pour changer. Et c'est en fait à la fois... c'est rare que DJ fasse des clashs. Et un clash. Oula. Un clash parce que des populations ont été déguerpies de leur lieu d'habitation à Riviera Maputo. Et juste un matin, il y a eu des camions qui sont venus. Allez, sortez de vos maisons. C'est un terrain qui a été vendu. Voilà, vous êtes sur une propriété privée. Veuillez libérer les lieux. Donc, c'est un clash parce que ces populations-là vont où? Il n'y a pas de subvention, il n'y a pas une petite aide financière qui accompagne. Il n'y a pas de solution durable, en fait, parce que ce n'est pas la première fois que les populations sont déguerpies, mais il n'y a pas de solution durable. Dans le style, on vous fait un quartier, parce qu'on déplace le problème. Ce sont des quartiers insalubres, en plus. Exactement. Ils ne sont plus là, ils vont aller repeupler quelque part à côté. Dans 5 ans, dans 10 ans, ils vont encore venir les déguerpir, ils vont encore aller repeupler. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas trouver une solution durable? Faire un quartier, un logement, des logements sociaux. Et puis, voilà, moyennant... parce que dans ces baraques-là, il y a une dame qui disait qu'elle avait payé une caution de 150 000 pour vivre dans une baraque comme ça. En fait, le problème, c'est vraiment les propriétaires qui font des choses un peu... Si ces personnes-là peuvent avoir 150 000 francs comme caution, on peut très bien, avec ça, leur faire des logements sociaux, une chambre-salon, je sais pas moi, quelque chose. Non, je suis totalement d'accord avec toi. Je vais répondre à ça, mais je te laisse finir d'abord. Alors, je me sens un peu mal de dire ça, mais c'est vrai que Maputo est maintenant une zone résidentielle. Et je pense que c'est dans le souci de donner fière allure à ce quartier-là que ça a été fait. Ce qui n'est pas mauvais en soi, mais je pense que la manière de faire est un peu dure. Il faut prévenir les gens, il faut que les gens sachent que peut-être dans 6 mois, dans 1 an, on devra libérer les lieux. Ça donne le temps de se préparer à partir. Voilà. Alors, pour m'être renseignée un petit peu sur ce problème, parce qu'il y a eu ça, il y a eu un petit peu partout ce genre de déguerpissement, que ce soit à Port-Bouët, etc. Le souci qu'il y a, c'est que ces personnes sont informées depuis très longtemps.
C'est pas ce qu'ils disent. C'est pas tout le monde. C'est pas ce qu'ils disent, mais en réalité, pourquoi? Parce que les propriétaires de ces baraques à l'époque, ils ont été informés. Ils sont partis de ces baraques et ils ont mis en location. Et ils ont récupéré l'argent et ils ont utilisé. Donc, c'est le locataire, en réalité, qui est dans ces baraques-là, qui, malheureusement, est pénalisé. Sinon, ils prennent toujours des mesures de telle sorte à ce que même souvent, 6 mois ou 1 an avant, on vous dit, à telle période, il se pourrait que vous partiez. Souvent, on donne un certain dédommagement. Après, je ne sais pas si c'est dans tous les cas, mais de manière générale, des renseignements que j'ai eus, parce que je suis moi aussi estomaquée, je veux dire, offusquée de déguerpir des gens comme ça. Et je me suis renseignée et c'est un peu la raison. On est déjà à la fin de l'émission. C'est quoi? Toi, tu fais un clash ou un crash? Moi, je fais mon petit... clash. Ah non, tu fais un coup de cœur pour ce que Didier vient de dire. Non, je pensais qu'on parlait de franchement, moi, de manière générale. Oui, effectivement, c'est un... Et voilà qui met fin à notre émission. Vous pouvez laisser vos crashs ou vos clashs tout en bas de la page Facebook. On se retrouve demain à la même heure sur le même plateau. Bye bye.